Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ou TOCSSE English Today? AIVRIBODI. Qui parle anglais aujourd'hui? Tout le monde. The economy is global, so we use English for the accent aigu VRID accent aigu work. What do we face today? Who touch English? Everybody. UK, USA, but also China, India, Russia, Poland, etc. So you have to talk English too. Le PDG d'une entreprise française s'adressant à son personnel français. À l'école primaire aux États-Unis, j'aimais particulièrement les spelling bees. L'enseignant demande à un élève d'épeler un mot. S'il donne la bonne réponse, il reste en lice, mais s'il se trompe, il est éliminé et doit écrire sur son cahier une phrase de son choix avec le mot en question. L'enseignant demande alors à l'élève suivant d'épeler un autre mot, et ainsi de suite. Les mots sont de plus en plus difficiles et l'exercice se termine lorsqu'il ne reste qu'un seul élève. Tous les autres doivent alors lire leur phrase à haute voix devant leurs camarades. Une de mes institutrices avait instauré une variante pour consoler les perdants. La phrase que chacun lisait à haute voix devait être amusante et tout le monde votait pour celle qui l'était le plus. Je soupçonnais d'ailleurs certains de mes camarades de perdre exprès lorsqu'ils percevaient un potentiel humoristique, même douteux, dans le mot que demandait la maîtresse. On peut même se demander si cet exercice, tout comme le show and tell, n'éveille pas outre-Atlantique des vocations d'humoriste. L'aspect ludique de l'apprentissage de l'orthographe anglaise a contribué à me faire aimer la langue. Élevé aux États-Unis par des parents français, j'ai acquis les deux langues simultanément, sans m'en rendre compte et donc sans effort. Plus on est bilingue, moins on a de mérite. L'acquisition de l'anglais ayant été plus rapide et plus aisée pour mon frère et moi que pour nos parents, nous étions régulièrement amenés à leur expliquer, non sans fierté, certaines choses qu'ils ne comprenaient pas et à leur servir d'interprète. Parfois, bien évidemment, nous essayions d'abuser de cet ascendant linguistique. Le monsieur dit que les bonbons américains c'est très bon pour les dents, ou bien c'est écrit que l'école sera fermée demain. C'est sans doute de mon enfance, de mon goût pour les mots et de mon manque d'imagination pour choisir mes études après le lycée, que vient ma vocation d'interprète de conférences et de traducteur. J'exerce ce métier en tant que travailleur indépendant en France depuis plus de 25 ans. J'ai suivi des études d'anglais et d'allemand, fait une école d'interprète et de traducteur, occupé plusieurs postes de traducteur salarié dans l'industrie et enseigné à l'université la langue anglaise, l'histoire américaine, la traduction et l'interprétation. J'ai également donné des cours particuliers d'anglais à des chefs d'entreprise et des personnalités de l'audiovisuel. Enfin, j'ai animé quelques petits ateliers d'anglais à l'école maternelle et primaire. Par son immense diversité, le métier d'interprète et de traducteur me sert de prisme pour essayer de comprendre le monde et ce qui fait avancer, ou parfois, reculer les êtres humains, mais mon amour de la langue, dans tout ce qu'elle recèle de richesse, de pouvoir mais aussi de fragilité, est souvent mis à mal par la perception qu'en ont certains, particulièrement en ce qui concerne la langue anglaise en France. L'anglais est devenu indispensable dans les grandes entreprises, c'est établi. On n'a pas le choix. On est presque tous bilingues, m'expliquait un chauffeur de taxi sorti tout droit d'un film d'Audiard, avant de me dire tout le bien qu'il pensait de Jacques Attali. Il parlait fort, sans doute pour donner à ses propos plus de poids, mais aussi pour couvrir le son des grosses têtes. Mais cette langue que l'on pratique dans le monde du travail en France est en réalité rarement de l'anglais. Il s'agit dans le meilleur des cas du globish 1, langue véhiculaire 2, constituée d'environ 1500 mots et d'une grammaire simplifiée. Il ne faut pas confondre le globish et l'anglais, langue vernaculaire 3, dotée d'un vocabulaire plusieurs centaines de fois plus riche, d'une grammaire complexe et de nuances et de subtilités infinies. Désormais décomplexées, les grandes entreprises françaises, surtout leurs équipes dirigeantes, ont une perception de l'anglais qui mêle ignorance, fascination, peur et mépris. Cette perception erronée occasionne parfois de graves problèmes, notamment lorsque l'anglais est imposé sans discernement aux salariés. À titre d'exemple, l'affaire des irradiés d'Épinal, plus de 5000 victimes entre 1987 et 2006, fut le fait de logiciels de radiothérapie rédigés en anglais, mal compris des utilisateurs et source de mauvaises manipulations. Désormais, la jurisprudence aidant, General Electric Medical Systems France, mais aussi Europe Assistance, etc.,
il semblerait que soit davantage prise au sérieux la loi Toubon du 4 août 1994 qui rend obligatoire l'emploi du français dans les entreprises, notamment pour tout document comportant des dispositions nécessaires aux salariés pour l'exécution de son travail. Mais la vigilance reste de mise. Les situations professionnelles des interprètes de conférences français-anglais en France constituent un terrain inépuisable d'observation de ce phénomène de sous-estimation de l'anglais, mais celui-ci suscite, dans les esprits sensibles à la beauté et à l'importance de la langue, des sentiments qui vont de la plus profonde consternation à la plus franche hilarité. Un globish, me valise contraction de Global English. Langage identifié et promu par Jean-Paul Nerrière, ancien vice-président d'IBM Europe, constitué de 1500 mots anglais avec une syntaxe élémentaire. Dans son ouvrage Don't Speak English, Parler Globish 3, Jean-Paul Nerrière distingue le globish de l'anglais, décrit les avantages de cette langue véhiculaire et explique comment l'utiliser. 2. Langue véhiculaire. Langue simple qui permet à des peuples de langues différentes de communiquer, exemple, l'espéranto, le globish. En anglais, langue véhiculaire se dit vehicular language, mais l'expression lingua franca est plus communément utilisée. En français, ce que nous entendons par lingua franca revêt souvent le sens métaphorique d'une langue consensuelle ou d'un terrain d'entente, d'un lieu où les désaccords s'estompent et où l'on peut parler ensemble. Nous oublions ce faisant qu'à la base de ce lieu commun, il y eut une langue métisse parlée en Méditerranée, la lingua franca méditerranéenne, jusqu'à sa disparition au milieu du XIXe siècle. On l'appelle aussi sabir, du verbe sabir, savoir, ce terme étant devenu aujourd'hui quelque peu péjoratif. Les mots utilisés étaient principalement empruntés aux langues romanes, l'espagnol, l'italien, mais ils pouvaient appartenir de façon plus hétérogène à d'autres langues du bassin méditerranéen comme l'arabe, l'hébreu, le maltais, le turc, le provençal occitan ou le français. La lingua franca étant essentiellement utilitaire, elle a laissé très peu de traces écrites directes. Le vocabulaire est très limité, la grammaire quasi inexistante. Les verbes sont utilisés à l'infinitif et sans aucune forme de mode ou de temps. Au XVIIe siècle cependant apparaissent des distinctions rudimentaires de temps, passé, présent, futur. Les documents écrits se limitent à des observations de voyageurs et à quelques citations ou inclusions dans des œuvres littéraires. En 1830, un vocabulaire lingua franca français très incomplet fut édité à l'intention des nouveaux colons arrivant en Algérie. On considère l'arrivée des Français en Algérie comme la fin de la lingua franca, qui avait connu son âge d'or au XVIIe siècle. La littérature de cette époque a utilisé la lingua franca, principalement comme ressort comique. Entre autres, Carlo Goldoni en Italie et en France, Molière avec la scène du Mamamouchi dans Le bourgeois gentilhomme. Un grand nombre de mots courants en français, comme dans d'autres langues européennes et même des dialectes locaux, sont arrivés d'Orient par l'intermédiaire de la lingua franca. 3. Langue vernaculaire, langue dont la diffusion est limitée à ses locuteurs natifs. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'anglais, ou plus exactement le globish, est-il la langue la plus répandue dans le monde? Comme de très nombreux pays, la France est en proie à un paradoxe. Il faut simultanément assurer la défense de la langue nationale et la promotion de l'anglais, bien que cela exige des efforts économiques importants et des sacrifices culturels parfois douloureux. L'adaptation est de rigueur, car plus de la moitié des publications périodiques à contenu technique ou scientifique, les 3/4 des courriels, et pour ce qu'il en reste, des téléx ou autres télégrammes sont en anglais. Environ 80% des informations stockées dans les ordinateurs du monde entier sont en anglais. L'anglais est diffusé quotidiennement à des centaines de millions de téléspectateurs et auditeurs par les plus grandes sociétés de télédiffusion. CBS, NBC, ABC, CNN, BBC, CBC, etc. Il n'y a dans le monde que quelques centaines de millions de véritables anglophones, ou locuteurs natifs, pour qui l'anglais constitue la langue maternelle. Dans les pays marqués par la présence britannique, Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Singapour, Malte, Afrique orientale, Caraïbes, l'anglais est utilisé de manière officielle ou semi-officielle. L'usage local crée de nouvelles normes et il existe désormais non pas un anglais mais des anglais, présentant des différences grammaticales, syntaxiques et sémantiques notables. Ainsi, et si l'on ajoute les personnes qui se servent de quelques centaines de mots pour se débrouiller au travail,
avec des étrangers ou bien en vacances, le nombre de personnes qui utilisent peu ou prou l'anglais véhiculaire est impossible à estimer avec précision, mais on peut raisonnablement penser qu'il se situe autour de 2 ou 3 milliards, soit la moitié de la population mondiale. Les raisons de ce succès sont d'ordre économique, bien sûr, mais aussi historique, culturel et technique. Petite chronologie des langues VE_HICULAIRES mondiales du XXe et du début du XXIe siècle. L'espéranto, l'anglais et le globish. Lors d'un congrès international à Paris, un intervenant français prit la parole à la tribune et décontenança d'emblée l'assistance tout en mettant les interprètes anglais-français, dont moi, dans un profond embarras. Pendant quelques dizaines de secondes, ma consoeur et moi comprenions à peu près ce qu'il disait, mais j'étais incapable de savoir s'il fallait traduire vers le français ou vers l'anglais. L'orateur mit fin à mon hésitation en expliquant en français qu'il était espérantiste et qu'il regrettait que l'anglais soit omniprésent dans les congrès internationaux, d'une part parce que l'anglais n'est pas une langue partagée de façon égalitaire par tout le monde et d'autre part parce que la langue anglaise elle-même souffre d'être maltraitée. Après des applaudissements épars et parcimonieux, il fit son exposé en français. Radicalement contraire aux intérêts professionnels des interprètes et des traducteurs, l'espéranto, tout comme l'ido, l'interlingua, le volapük ou d'autres langues créées artificiellement, constitue un projet formidable. Il vise à instaurer un vecteur de communication entre les peuples. Loin d'être parfaitement neutre car essentiellement issu de langues indo-européennes, l'espéranto évite la domination culturelle ou idéologique de l'une quelconque des langues existantes. Le besoin d'une langue véhiculaire mondiale fut perçu il y a longtemps par certains visionnaires, dont Lezrer Ludwig Zamenhof, médecin et linguiste né en 1859 à Białystok, ville située à l'époque en Russie aujourd'hui en Pologne, qui inventa l'espéranto en 1887. Août 1905. Boulogne-sur-Mer accueille le premier congrès universel d'espéranto, avec 688 participants venus de 20 pays. Le congrès apporte la preuve que l'espéranto utilisé jusqu'alors essentiellement par écrit, peut fonctionner. Les congrès se suivent ainsi chaque année, 1906 à Genève, puis Cambridge, Dresde, Barcelone, Washington, Anvers, Cracovie et Berne en 1913. Août 1914. Tout est prêt pour accueillir pas moins de 3739 congressistes de 50 pays, mais la Première Guerre mondiale éclate, signant ainsi l'arrêt de mort de l'espéranto dans la ville où devait se tenir son plus grand congrès, Paris. Ironie de l'histoire, c'est donc en France que l'espéranto fut porté sur les fonds baptismaux puis amené à l'échafaud. Si les espérantistes tentent encore de faire valoir l'intérêt de leur projet, force est de constater que celui-ci a été largement détrôné d'abord par l'anglais puis par le globish. 2 guerres mondiales eurent raison de l'espéranto. En effet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall et la fascination pour l'Amérique déroulèrent en Europe un tapis rouge à la langue des Anglais et des Américains. Plus encore aujourd'hui, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la Première Guerre froide, la suprématie du modèle capitaliste anglo-américain s'accompagne de la nécessité économique d'utiliser la langue de ce modèle. Il est désormais légitime de se demander si la remise en question de ce modèle, précipitée par la crise financière de 2008, constituera, à long terme, le catalyseur d'une mutation linguistique. Pour cela, d'autres forces doivent surgir. Pression idéologique et culturelle, coopération bilatérale et multilatérale ou au contraire concurrence, voire antagonisme ou conflit. Le succès planétaire actuel de l'anglais tient également à la nature même de la langue. En filigrane de l'immense richesse de l'anglais, le globish est une langue abordable pour les Français et pour de nombreux autres étrangers, mais pas pour tous comme nous le verrons plus loin. Comme le disait Churchill, l'anglais est une langue très facile à parler mal. En effet, une bonne partie des mots sont d'origine latine ou grecque. La prononciation pour un ressortissant français n'est globalement pas insurmontable. En revanche, comprendre un véritable anglophone est moins aisé. Comme me l'a dit un jour un chef d'entreprise, je parle l'anglais mieux que je ne le comprends, parce que quand je le parle, c'est moi qui choisis les mots.
À cela s'ajoute l'obstacle à la compréhension que représentent les nombreux accents différents des anglophones. Au fil du temps, l'apprentissage de l'anglais suit une courbe logarithmique. Les progrès sont importants au début, mais à mesure que l'on avance, l'on rencontre de plus en plus d'obstacles et l'on arrive sur un territoire tout autre, celui où l'on approfondit ses connaissances, où l'on se met à apprendre la véritable langue anglaise et à se rendre compte de sa complexité. Enfin, l'on bute sur les difficultés à comprendre les véritables anglophones. Contrairement à ce que l'on pensait lors des premiers pas en globish, le vocabulaire est très riche, la grammaire subtile, la syntaxe nuancée et les exceptions abondantes. De surcroît, l'anglais puise sa richesse et ses innombrables expressions idiomatiques dans plusieurs sources territoriales et culturelles. États-Unis, Canada, Afrique du Sud, Kenya, Nigeria, Royaume-Uni, Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Singapour, Malte, Caraïbes, Inde, Pakistan, etc. À titre de comparaison, l'allemand est une langue dont l'apprentissage suit une courbe plutôt exponentielle. Pour espérer faire les premiers pas, il faut d'abord surmonter les difficultés initiales. 3 genres de noms, masculin, féminin, neutre, déclinaison, particularités syntaxiques, notamment avec le rejet de l'auxiliaire et du verbe en fin de phrase à certains temps. Par la suite, en revanche, on progresse plus vite. En effet, l'allemand présente une syntaxe globalement logique et cohérente, peu d'exceptions aux règles de grammaire et des facilités de construction lexicale. Comme l'explique la linguiste Marina Yaguelo, les langues qui sont fortement régies par des règles sont plus faciles à apprendre que celles où les exceptions sont nombreuses et apparemment dénuées de logique. Le français, comme d'autres langues, est linéaire. Les obstacles à une expression aisée apparaissent d'emblée et ils sont suivis de multiples exceptions et irrégularités. Ainsi, la nature même de certaines langues, comme le français, l'allemand, le mandarin, l'arabe ou le russe, est incompatible avec une utilisation véhiculaire minimale. Les rudiments d'autres langues, comme par exemple le malais, l'indonésien, l'espéranto ou le globish, s'y prêtent plus volontiers. Utiliser un ensemble de 1500 mots de globish comme lion, au jargon propre à son secteur d'activité et à son entreprise suffit à communiquer avec des étrangers dans le travail, surtout s'il ne s'agit pas de véritables anglophones. De là à penser que l'on maîtrise parfaitement l'anglais au point d'être bilingue, il n'y a dans l'esprit de nombreux Français qu'un pas. En réalité, ce pas est équivalent au parcours que suit l'enfant de 5 ans, dont le vocabulaire dépasse en moyenne 2000 mots, pour arriver à l'âge adulte. Une langue que l'on baragouine pour se faire comprendre ne suffit pas. Pour un esprit évolué, maîtriser la langue signifie dire ce que l'on pense, penser ce que l'on dit et comprendre la pensée des locuteurs natifs en toutes circonstances, pas seulement professionnelles. Ainsi, si le globish est utilisé dans les échanges commerciaux, financiers, techniques ou scientifiques, dans le monde de la culture, des sciences humaines, de la politique, du droit ou de l'art, il est largement insuffisant. Version très originale. Peu de temps après l'apparition du DVD, je me suis rendu dans un magasin de location de films. Les rayonnages offraient le spectacle d'une fragile cohabitation entre les dernières cassettes VHS et les premiers DVD, dont la supériorité technologique et le format compact laissaient présager un règne sans partage. Alors que j'apercevais quelques films américains que j'aurais aimé voir ou revoir, j'entendis une voix féminine. « Bonjour monsieur, je peux vous aider ? » ? « Bonjour. Oui, je voudrais savoir s'il est possible de voir les films américains en VO sur n'importe quel lecteur. » Aujourd'hui ma question semble stupide, j'en conviens. Je n'ai pas été déçu de la réponse. Non monsieur, ils sont doublés en anglais. Comment ça ? Les films américains sont doublés en anglais, précisa-t-elle péremptoire. À ce moment précis je me suis souvenu de la phrase de Courteline. Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. En même temps, je regrettais d'être seul pour savourer l'échange qui allait suivre, alors que j'aurais pu être accompagné par exemple d'un confrère et ami linguiste. J'essayais de faire bonne figure pour lui faire honneur. Comment ça ? Répétai-je hébété. Ben oui monsieur. Si les films américains étaient en version originale, personne n'y comprendrait rien. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que l'américain ce n'est pas de l'anglais monsieur, c'est une sorte d'argot, de patois si vous aimez mieux, bien plus pauvre que l'anglais et en plus nous on n'y comprend rien.
Mais si c'est plus pauvre ce patois américain, on devrait comprendre plus facilement, non? C'est pas si simple, y a un problème d'accent et de vocabulaire et y a qu'eux qui comprennent. Vous allez pas me dire que vous comprenez les Texans. À ce propos, je me dis rétrospectivement qu'être ignorant et ne pas savoir s'intéresser au reste du monde n'empêche ni de diriger un vidéoclub, car il s'agissait de la directrice, ni d'être élu 2 fois à la tête du pays le plus puissant du monde. Elle commençait à être exaspérée par la bêtise de mes questions. Il fallait pourtant que je fasse durer ce dialogue insensé. Mais tous ces films américains qui ont gagné des prix, la Palme d'Or. Doublés en anglais, eh oui. Mais si vous comprenez pas l'anglais, vous pouvez toujours regarder la version française sans sous-titres. Pas de version originale, alors? Jamais pour les films américains. Pour les films allemands ou japonais, si, bien sûr, parce que ce sont de vraies langues comme le français. Mais j'en ai pas beaucoup. Mais, est-ce qu'on peut avoir une version américaine avec des sous-titres anglais? Ah non, tiens, c'est vrai ça, je sais pas pourquoi, y a peut-être pas assez de pistes. Ou peut-être que c'est parce que ça n'intéresse personne, le patois américain. Ça ne sert qu'à eux. Oui, sans doute. Bon, allez, vous voulez que je vous fasse une carte de membre? Le sigle CD signifie compact disque. Il va de soi qu'il s'agit d'un support numérique. DVD signifie digital vidéo disque. Bien que cette technologie soit postérieure au CD et donc numérique elle aussi bien sûr, on peut se demander pourquoi il a été jugé nécessaire de le préciser. On pourrait croire que le sigle VD, plus court, aurait fait l'affaire. Mais voilà, en anglais courant, VD signifie Venereal Disease, maladie vénérienne, d'où l'ajout indispensable du D en anglais du moins. Le mot anglais digital signifie numérique et non digital qui se rapporte au doigt. Sur une montre à affichage numérique, et non à affichage digital, ce qui constitue un anglicisme, les aiguilles sont remplacées par des chiffres, digits en anglais. On en dénombre 10 comme les doigts et non par des doigts, même si en anglais les aiguilles d'une montre s'appellent hands, main. Comment casser l'image de sa société? Un étranger qui me parle ma langue m'est plus cher qu'un compatriote qui l'ignore. Proverbe kurde. Recruté par un service du ministère du Commerce extérieur, un confrère et moi étions chargés d'assurer l'interprétation simultanée pour un groupe d'industriels asiatiques venus assister à des réunions pendant une semaine dans différentes administrations et entreprises françaises, aussi bien à Paris qu'en province. Le groupe était constitué d'une quinzaine d'Indonésiens, de Malaisiens et de Thaïlandais, pour la plupart très chaleureux. Nos pérégrinations nous ont ainsi amenés un jeudi matin, dans une PME de la banlieue de Bordeaux. Après un accueil vite expédié autour d'un café lyophilisé et de biscuits secs, le patron se frappa les mains et dit de sa forte voix « Ok, so let's come on to the meeting room ». Se tournant vers son assistante d'une voix à peine plus feutrée, il ajouta « Jocelyne, vous me débarrassez tous les gobelets, merci ». Je m'approchai alors de ce monsieur pour lui expliquer en français qui nous étions et que notre matériel portable, constitué d'un micro pour nous et de casques pour nos participants, nous permettrait d'interpréter ses propos à mesure qu'il parlerait. Il m'interrompit sèchement et dit d'une voix suffisamment forte pour que ses collaborateurs entendent « No, is okay, I gonna do the presentation in English, I no need transducer ». Sentant poindre un désastre, mon confrère vint à mon secours, mais surtout à celui de la langue anglaise. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.